Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie. Quand on s'est posé la question de « Tiens, comment appelle-t-on le blog et le compte Instagram ?» JS tenait un Tumblr à l'époque qui s'appelait « J'aime tout chez toi ». Et on s'est dit, on va pas chercher plus loin, on va utiliser le nom que JS utilisait pour son Tumblr et puis c'était tout, quoi. De toute façon, on va pas se mentir, on a 33 ans, on va pas faire des chorégraphies dans notre chambre jusqu'à nos 50 ans. C'est bien, il y en a pour tout le monde. Nous, on vieillit avec nos followers aussi, donc on a des personnes des fois qui nous écrivent, qui disent je vous suis depuis presque le début. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Alice et JS, connus sous le blog et compte Instagram J'aime tout chez toi, sûrement le couple de créateurs de contenu le plus talentueux de la planète mode sur les réseaux sociaux, nous ouvrent les portes de leur atelier. Amoureux depuis le collège mais en couple depuis 9 ans, ils nous expliquent comment tout a commencé avec le lancement de leur blog J'aime tout chez toi à Los Angeles. Sélectifs, pointus sur leur projet, s'ils y vont, ils y vont à fond. J'ai eu la chance de collaborer avec eux pour notre client Mini. Dans cet épisode, on parlera de l'île de Ré, Los Angeles, de TikTok et évidemment de création. Bienvenue chez J'aime tout chez toi. Je vous propose de découvrir leur univers à travers cette émission. Bonjour Alice. Bonjour JS. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va plutôt bien. Bien ? Ouais. Génial. Donc, on est dans votre atelier ? Oui, c'est ça, C'est dans ça, notre hein. atelier, /studio, /bureau, /... Slash maison. Ouais, des c'est fois, ça. peut-être. Ouais. Alors, commençons par le lieu. On est chez vous. Atelier. Qu'est-ce que vous faites dans cet atelier ? Eh bien, on y travaille majoritairement. On a décidé de prendre cet atelier parce que jusqu'à présent, on travaillait de chez nous et que ça devenait franchement compliqué de travailler de la maison. On avait besoin d'arriver à différencier la vie privée de la vie perso. Déjà que c'est un métier où la frontière entre vie privée et vie perso n'est pas forcément très claire. On s'était dit qu'il était nécessaire qu'on ait un espace dédié à ça. Et ça nous permet aussi déjà de travailler de manière tranquille dans nos bureaux et puis aussi d'avoir un espace pour shooter tout notre contenu. En tout cas, tout le contenu qui est réalisé en intérieur façon studio photo. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Très bien. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est un lieu qui leur ressemble parfaitement. Donc, on ne peut pas rêver mieux. Voilà, c'est encore aussi en cours un peu d'aménagement. En cours d'aménagement. Mais ouais. faut du temps, je crois. C'est blanc, c'est épuré. Mais c'est blanc, c'est épuré, c'est type atelier d'artiste dans une petite cour verdoyante avec des voisins très agréables. Voilà. Et on peut pas se plaindre. Franchement, on a une petite pépite entre les mains, donc c'est un cadre de travail idéal. Super. Première question qu'on peut se poser. Pourquoi J'aime tout chez toi ? Pourquoi pas Alice et JS ? Commençons par la base. Ouais. Alors ça, c'était du coup au tout départ quand on était à Los Angeles, parce qu'on a commencé notre relation à Los Angeles. Alice faisait ses études et moi je l'ai rejoint. Et puis on s'est dit pourquoi pas, vu que c'était un peu les débuts d'Instagram, pourquoi pas avoir un petit compte Instagram. Un blog aussi à l'époque, parce qu'on avait Ouais. le blog avant. Bon, maintenant, on l'a laissé un peu de côté, mais... Ouais. Ouais, on a lancé ce blog aventure. et cette aventure quand on habitait à Los Angeles. Et en fait, on s'est pas du tout imaginé en faire notre métier. Donc, quand on s'est posé la question de « Tiens, comment appelle-t-on le blog et le compte Instagram ?» JS tenait un Tumblr à l'époque qui s'appelait « J'aime tout chez toi ». Et on s'est dit, on va pas chercher plus loin, on va utiliser le nom que JS utilisait pour son Tumblr, et puis c'était tout. Tout basiquement, quoi, Voilà. en fait. Il n'y a pas d'histoire derrière. Ouais, il n'y a pas plus, de pas secret. moins. Non, il n'y a pas de secret. D'accord. Et c'était il y a combien de temps, ça ? Eh bien, c'était en 2013. 2013. Donc, 9 ans. Ça nous rajeunit pas. Non, c'est une belle histoire, quand même. Ouais, non, c'est chouette. Ouais, génial.
Et donc, vous êtes rencontrés à Los Angeles ou vous étiez déjà rencontrés avant? On s'est rencontrés au collège, nous. Au collège? Ouais, en 5e. Ah, à Paris? Ouais, en banlieue parisienne. On est originaire du Val d'Oise. Génial. Donc, ça remonte. Là, si on fait les calculs, ça nous rajeunit encore moins. Quoi, donc là, on reprend 20 ans. Donc, on va aller dans le futur. On va parler de choses qui ne fâchent pas. Non, mais on s'est rencontrés au collège et voilà, on se connaît depuis très longtemps, du coup. Et c'est une belle histoire. Mais on n'est pas ensemble depuis le collège. Non, on n'est pas ensemble depuis le collège. Mais bon. On était amoureux au collège, cela dit. Oui. On est sortis ensemble 2 mois, jusqu'à ce que je casse. On est restés en bons termes. On s'est toujours, comme on avait un cercle d'amis en commun, on s'est toujours vus, fréquentés, etc. Et puis, un petit peu plus tard, on s'est recroisés et puis on est retombés amoureux. Voilà. Très bien, génial. Donc, J'aime tout chez toi, le blog, l'Instagram, les réseaux sociaux. Ouais. Vous avez une autre activité à côté ou c'est essentiellement votre activité principale? Comment ça se passe? Alors, c'est notre activité principale. Maintenant, c'est vrai que depuis 2 ans, on a développé aussi une autre activité qui est la direction artistique. Donc, on est interrogé par des marques pour produire du contenu. Ça peut être des campagnes digitales, c'est d'ailleurs majoritairement des campagnes digitales. Et en fait, on agit derrière la caméra. Donc, on n'est plus... Bon, on agissait déjà derrière la caméra et devant la caméra avec la casquette influenceur parce qu'on se prend en photo tout seul. Mais je pense que les marques, elles avaient envie de faire appel à nous pour notre créativité et pas forcément pour nos visages. Donc, du coup, maintenant, on fait ça. On a les deux. On a la casquette influence et la casquette création de contenu, vraiment en marque blanche où on agit... à la toute où on agit vraiment au départ des projets, quoi, à la conception, à la création, aux intentions créatives, et puis on les met en place. D'accord. Et alors, et qui fait quoi entre vous deux? Il y a un rôle particulier, enfin, vous avez chacun un rôle, j'imagine, dans le processus créatif? Oui, on va dire que moi, je suis un peu plus le créatif. Et celui qui fabrique les images ou les vidéos, c'est moi qui fais les montages, c'est moi qui fais les stories et qui fait du Photoshop, etc. Et Alice, elle est plus en mode gestion de projet. Gestion de projet, relationnel avec les marques, les mails, la comptabilité, tout le reste en fait. Toute la gestion de l'entreprise m'incombe, on va dire. Et elle fait aussi Oui, je fais un peu de créa aussi, mais c'est vrai que si on doit grossir les traits, il y a le cerveau créatif d'un côté, il y a le cerveau gestion de projet et gestion de l'entreprise. Côté rationnel, côté créatif. C'est ça, voilà. Maintenant, après, c'est vrai que de manière générale, les projets, on prend les décisions à deux, que ce soit... les partenariats et le suivi de partenariats et la gestion de partenariats. Et puis, quand il y a des idées créatives, on les partage et on les valide ensemble, en vérité. Donc, tout se fait un peu à deux. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous vous qualifieriez comment? Directeur artistique, créateur de contenu, influenceur? Ça va peut-être dépendre des jours, ceci dit ou... Ça dépend des jours. Et puis, je crois que je suis pas certaine qu'on rentre forcément dans une case. Je pense qu'on peut être plein de choses à la fois. Et en l'occurrence, il y a des jours où on est strictement influenceur, d'autres où on est directeur artistique. Voilà. Des fois, tu es un peu graphiste aussi, parce qu'à la base, JS, il est graphiste. D'accord. Donc voilà. En fait, c'est ça qui est drôle avec cette profession, c'est que c'est 360 en fait. C'est-à-dire que... C'est versatile. C'est tout à fait versatile. On emploie des mots comme ça. Non, mais tu vois, c'est assez transversal parce que un coup, t'es comptable, le lendemain, tu fais des relations presse, le surlendemain, tu fais de la photo. Shopping. Le jour d'après, tu fais de l'étalonnage, du montage, de la photographie. Enfin bon, du coup, c'est assez vaste. Donc, Et vous vous y retrouvez? Enfin, du coup, c'est pas trop de choses en même temps quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot aussi, de casquettes à avoir, quoi. On est en train de chercher un assistant, une assistante. Donc, ouais, parce que là, ça devient un peu compliqué. Histoire que cette année, ça soit un peu plus... surtout pour qu'Alice délègue un peu et soit un peu plus soulagée du travail. Parce qu'on a quand même pas mal de... En fait, Alice, elle aime bien répondre aux mails, même si c'est négatif. Même si on n'est pas intéressé. On n'est pas intéressé, elle préfère quand même répondre à la plupart des mails
Donc du coup, c'est compliqué parce que ça prend beaucoup de temps. Ouais, la charge de travail commence à être vraiment difficilement gérable là. On n'est pas loin du burn-out, donc va falloir. C'est de bonnes nouvelles. Vaut mieux ça. Vaut mieux ça. Et maintenant qu'on a un studio, on a un bureau, c'est aussi la raison pour laquelle aussi on avait besoin de cet espace de travail, parce que jusqu'à présent, on se voyait pas embaucher quelqu'un et le faire venir travailler dans notre salon. Donc là, c'est l'idée. Du coup, toute cette aventure, ça a quand même changé votre vie, non, au début? Enfin, au départ, c'était peut-être pas ce que vous aviez pensé au début. Est-ce que vous avez conscience du changement que ça a pu vous apporter, ou de la chance que vous avez pu avoir oui, moi, tous les jours, je me rends compte que c'est pas du tout comme ça. Enfin, c'est pas du tout la carrière que j'avais imaginée pour moi. Moi, j'ai fait un master, bac+5. En sortie du master, je me suis dit, je vais me trouver un CDI. Je voulais bosser dans la mode ou dans le luxe et dans la com. Donc, finalement, ça marche. On a les trois. Mais voilà, moi, je m'étais dit que je me trouverais un job de chargée de communication digitale ou autre dans une maison de luxe ou de mode. Et finalement, ça nous est un peu tombé dessus. Enfin, ça nous est tombé dessus. Non, on a un peu provoqué le destin et arrivé à un moment donné, on s'est dit, soit on décide de se dédier pleinement à cette activité, ou soit ça reste un hobby. Et on a pris le risque mesuré de se mettre à 100% sur le projet, quoi. Et vous avez vu les choses évoluer rapidement? C'est-à-dire, dès il y a 9 ans, dès le début, ça a commencé fort, ou vous avez vu des périodes différentes? Ce qu'il y a, c'est que plus on avance, plus on se rend compte que nous, ça a mis du temps par rapport aux youtubeurs, aux tiktokers qui explosent en moins d'un mois. Il y a des personnes qui sortent... Oui, la notoriété, maintenant, peut très vite arriver. Ouais, qui ont 10 millions d'abonnés, c'est quand même fou. Nous, au final, ça fait 9 ans, on est... Oui, on a une communauté qui est très correcte, et mais c'est sûr que quand tu te compares avec la nouvelle génération, nous, ça a pris plus de temps, mais parce que peut-être aussi à l'époque, c'était pas aussi démentiel. Les réseaux sociaux n'avaient pas autant d'importance. 2009, on va se le rappeler, Facebook, Twitter arrivaient, Instagram était pas né. C'est arrivé en 2012, donc 2012, c'est quand même 10 ans juste. Voilà, donc oui, je pense que c'est pas la même époque. Il y a vraiment, c'est pas la même époque. Je pense qu'aujourd'hui, oui, si quelqu'un se lance sur Instagram, ou je dirais même mieux sur TikTok ou YouTube, ça peut décoller d'un coup. C'était pas forcément notre cas à l'époque. Après, je nous estime assez heureux d'avoir réussi à maintenir le cap et à faire ce qu'on aime, et à avoir une audience grandissante, sans avoir besoin d'exploser. On arrive à... Oui, on n'a pas besoin d'avoir 300 millions d'abonnés. Après, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. On ne sera pas contre. On ne sera pas contre. Et justement, vous allez sur TikTok aussi. Enfin, vous avez un compte TikTok, alors qui n'est peut-être pas le même qu'Instagram, évidemment. On a un compte TikTok, mais TikTok, c'est un peu... Pour l'instant, c'est un cahier de brouillon pour nous. On teste des choses, on voit, mais... C'est compliqué parce que TikTok, pour rentrer un peu dans l'algorithme et que TikTok t'apprécie et essaye de pousser tes vidéos, etc., il faut... on nous a dit qu'il fallait poster plus ou moins 5 à 6 vidéos par semaine. C'est-à-dire que si on doit continuer aussi le contenu qu'on fait pour Instagram et aussi... et les projets autres... Les projets en direction artistique qu'on a de plus en plus... 5 à 6 vidéos, vu qu'on n'a pas spécialement envie de poster juste des vidéos où on est en train de rien faire sur un fond blanc. Ou de danser, Et du coup, on teste, parce que hier, j'ai posté une vidéo de moi sur fond blanc, je suis en train de mettre une petite veste, et puis c'est tout. Il y a rien de super créatif, c'est juste mon look. Et peut-être qu'en fait, c'est ça dont TikTok a besoin, donc on teste, on voit ce qui marche le mieux. Donc et là, puis t'as après, fait des millions de vues, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il manque 2-3 zéros là. Bon. Cahier de brouillon, là. Ouais, pour l'instant, on est en phase de test, on va dire. On essaye d'apprivoiser la bête. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas, mais voilà, on se dit que c'est une nouvelle plateforme, donc autant essayer. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. Et qu'est-ce que vous en pensez, créativement parlant? Est-ce que c'est des choses... Enfin, c'est intéressant quand même. Ouais, tous ces montages. Moi, je trouve ça génial, parce que ça... J'ai l'impression que ça développe des vocations. Enfin, c'est un outil qui est quand même dingue. Ouais, moi, je trouve ça assez fou, cette plateforme. Oui, et puis ça a poussé Instagram à créer leur propre fonctionnalité. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois,
sur Instagram, tout le contenu est quand même beaucoup plus léché et moins sur TikTok, j'ai l'impression. Ouais, mais je pense que c'est ça que les gens veulent aussi maintenant, c'est que on s'en rend compte même sur Instagram, les gens aiment davantage quand c'est des posts et des contenus plus spontanés, quand c'est un peu moins travaillé, et on s'en rend bien compte même sur Instagram. Il nous est arrivé de poster du contenu qui nous avait pris un temps fou à produire, réalisé en studio avec des coiffes Mac, beaucoup de post-prod, etc. Des shootings photos dont on est très fiers et parce qu'on a travaillé longtemps dessus. Bon, tu te rends compte quand tu postes que l'engagement, il est pas le même que si tu postes une photo de nous deux en train de se faire un bisou dans un miroir. Tu vois, et je pense que les gens maintenant ont envie de ça. Ils ont envie d'un truc un peu authentique, un peu spontané. Et TikTok arrive à point nommé pour ça. Parce que c'est une plateforme où, en effet, tu peux être toi-même, tu peux déconner, tu peux danser. Voilà, il y a un truc un peu ludique et spontané sur TikTok que tu n'as pas sur Instagram. Enfin, que tu peux avoir, mais qui fonctionnera un peu moins. Qu'il n'y a pas sur notre... En tout cas, qu'il n'y a pas sur notre compte Instagram. Ouais. On n'est pas réputé pour être des gens très, très fun et ludiques. Dans la vraie vie, oui, je vous rassure. Oui, je confirme. On est des gens très sympas et on est très rigolos, mais c'est vrai que nous sur Instagram, de prime abord, on n'a pas l'air fun, quoi. Et bon, c'est comme ça, c'est un parti pris. Je rassure tout le monde, ils sont super sympas, je les connais depuis longtemps, et franchement, c'est une image, c'est une posture sur Instagram, c'est une direction artistique. Voilà, c'est une prise de position où on ne sourit jamais, mais dans la vraie vie, vous inquiétez pas, on est heureux. Ah ouais, je vous encourage à les rencontrer. Et du coup, aujourd'hui, donc ça, TikTok, c'est intéressant, Instagram, ça marche bien aussi. Enfin, c'est là où vous êtes finalement votre plateforme principale. Oui, c'est notre, au-delà des productions, des réalisations que vous pouvez faire ailleurs. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes donc J'aime toucher toi, c'est quasiment une marque. Oui. C'est vraiment un label de qualité. Et quand on dit J'aime toucher toi à l'extérieur, j'adore, c'est super. Enfin, bon, du coup c'est respect là-dessus. Est-ce que vous avez des approches de marques étrangères aussi ou de marques en dehors alors évidemment on est sur les plateformes donc c'est très international. Vous voyagez beaucoup aussi. Ouais. Entre les Fashion Week et les voyages perso, pro, je dirais. Ouais. Est-ce que vous sentez qu'il y a une appétence aussi de l'étranger pour vous confier des projets ou des... De plus en plus, plus en plus. Faudrait que je me penche un petit peu sur l'année 2021 pour se rendre compte un petit peu le pourcentage de partenariats marques françaises, en tout cas marché français versus marques étrangères, mais on est de plus en plus contactés par l'étranger. Je pense que, comme tu le disais, comme on voyage beaucoup et aussi, notamment grâce au Fashion Week, vu qu'on se déplace à New York, à Milan, etc., notre profil a réussi à s'internationaliser grâce à ça. Et j'imagine que ça plaît aux marques étrangères de toucher et le marché français, ne serait-ce que quand tu regardes nos statistiques Instagram, on a 35% de communauté française et le reste, c'est étranger. Et c'est ça dépend des mois parce que les stats changent. Ouais. Mais c'est États-Unis, Brésil, UK, Italie, Espagne. On a eu un peu la Russie pendant un moment. C'est assez, comme tu le disais, c'est assez international finalement. Donc je pense que les marques, ça les intéresse de. Oui, puis ça les intéresse aussi d'avoir des Français. En fait, les Français sont sexy au final auprès des marques étrangères. Je pense qu'il y a le côté un peu aura, Frenchy, parisien qui doit plaire. Même si on n'a pas le look spécialement beurre et baguette. Ah bon ? Oui, je confirme aussi. C'est pas du tout ça. Non. Super. Et du coup, les types de collaborations qu'on vous propose, c'est quoi ? Est-ce que c'est des collections capsules que vous pouvez imaginer avec une marque ? Est-ce que c'est plutôt des shootings photos, vidéos ? Ou est-ce que c'est des fois juste, entre guillemets, du placement de produits Instagram ou autre ? Et après, quel est le type de collaboration qui vous amuse le plus ? J'imagine que vous avez une préférence. Je dirais que la majorité des collaborations qu'on a, c'est rarement des one-shots. C'est souvent des choses... c'est souvent des collaborations sur le long terme. C'est-à-dire qu'une marque va nous approcher et si on décide de travailler avec elle une fois, c'est justement pour développer quelque chose sur le long terme et travailler régulièrement avec elle au fil des mois. Donc c'est en effet du placement de produits. Après nous, on essaye toujours de faire du placement de produits de manière un petit peu intelligente et pas simplement poser avec le produit dans la main. On essaye toujours de réfléchir à des intentions créatives et à du contenu qui peut être le plus créatif possible.
Mais oui, c'est majoritairement ça. Après, on a déjà eu des propositions de partenariat pour faire des collections capsules. Ça nous est arrivé. Jusqu'à présent, on n'a pas voulu mettre ça en place parce que les marques en question n'étaient pas forcément à notre goût ou c'était pas le moment. On n'était pas à l'aise avec le projet. Là, on pourra pas dire qui, quoi ou comment, mais on est en train de. On est entre nous. Ça dépend quand sort le podcast. Ça dépend quand sort le podcast. Bon, il y a un gros projet qui arrive. Il y a un gros projet, collection capsule qui sort en avril. Bientôt. Ouais. En donc avril. On tire avant. Ouais. Il y a un teaser mi-février. Ouais. Allez, mi-fin février, on commence à en parler discrètement sur notre compte Instagram. Voilà, donc ça. Quelque chose de pas spécialement attendu. Ouais, je pense que ça va surprendre. Vu la nature de cette collection capsule, je pense que ça pourra surprendre un peu notre communauté. Bon, on reste dessus, mais on n'en saura pas plus. C'est ce qui s'appelle du teasing. Ah ouais, c'est sûr. Je suis en train de réfléchir maintenant. Ouais. Ça marche, du coup. Tu vois. Et aujourd'hui, alors, les types de marques, alors il y a luxe, il y a beauté peut-être aussi, ou il y a d'autres types de marques qui vous contactent et avec qui vous aimeriez travailler? Alors c'est vrai qu'on a un profil quand même très mode, donc oui. C'est majoritairement des marques mode, que ce soit luxe ou pas. Dans la beauté, c'est souvent le parfum. Ouais, c'est vrai que c'est souvent le parfum. Surtout que le parfum, ce qui est cool, c'est que souvent il y a vraiment un univers où on peut un peu plus s'amuser au niveau de la créativité. Ouais, des intentions créatives, ouais. Mais je pense que majoritairement c'est mode, luxe, un petit peu en effet beauté, mais ça reste quand même un petit pourcentage. Et on a quelques partenariats avec des marques un peu plus lifestyle. Donc par exemple, on a travaillé avec Delonghi, qui est donc qui fait des machines à café. Entre autres, oui, parce qu'ils ont ils ont pas que ça. Ouais. Mais là en l'occurrence c'était pour une machine à café. On a travaillé et on travaille toujours avec une marque automobile que tu connais très bien, qui s'appelle Mini, bien sûr. et qui est d'ailleurs la seule marque automobile avec laquelle on a envie de travailler, parce qu'évidemment on a été contacté, ça fait bien 5 ans maintenant qu'on travaille avec Mini. Ça fait 5 ans, ouais. On a été contacté par pas mal de marques automobiles et à chaque fois on a refusé parce qu'en fait on a un vrai amour pour la marque Mini et on n'a pas envie de se disperser et voilà, du coup on travaille avec Mini. Mais je dirais que oui, notre profil est quand même plutôt mode. Plutôt mode. Après c'est vrai que c'est intéressant du coup, parce que si je regarde Delonghi ou Mini, ce sont des marques aussi de design. Donc j'imagine que c'est ça qui vous plaît. Je pense qu'il y a un côté un peu on essaye toujours de raccrocher le wagon. Même quand on fait du contenu beauté, on essaye toujours de produire du contenu qui nous permette. Faut que ça fasse penser à la mode. Oui. Faut que ça se raccroche à notre univers. Et du coup, moi, je pense que Mini, ça fonctionne très bien parce que c'est une marque. Je sais pas. C'est une marque qui est un peu sexy, c'est un peu mode. C'est très design. Ils participent avec. Voilà, il y a une vraie histoire derrière qui fonctionne bien avec le côté mode. On a eu bossé avec même des partenaires plus dans l'audio. On a bossé avec Sonos. On travaille quand même avec quelques marques lifestyle, mais à chaque fois, en effet, faut que ça ait un sens pour nous. Faut que ce soit, et comme d'ailleurs pour nos partenariats mode, faut que ce soit des marques qu'on aime et qu'on utilise au quotidien. Ça peut pas être une marque avec laquelle on n'a pas d'affinité, ça n'aurait pas de sens. Notre travail perdrait tout son sens. Promouvoir quelque chose qu'on n'aime pas, ça n'a pas... Et alors comment... Alors moi je connais un petit peu, mais je ne vais pas spoiler. Ouais. Je vous laisse l'expliquer, mais typiquement aujourd'hui, quand une marque vient vous voir, est-ce qu'elle vient pour J'aime tout chez toi, elle vous fait totalement confiance, ou bien au contraire, elle vous dirige très fortement pour respecter les valeurs de marque, l'univers, etc. En majorité, quoi. Alors, ça peut être les deux. Après, on nous dirige rarement fortement. Oui. Alice, dans ses mails, réussit quand même souvent à dire que nous, on aime bien faire un peu ce qu'on veut, même si on sait très bien comprendre tout de suite ce que la marque aimerait vouloir véhiculer. Voilà. Ah oui, en fait... ça nous est arrivé d'avoir on n'est pas dirigé, c'est-à-dire que les marques vont nous dire on a envie, ils vont nous donner quelques directives, quelques guidelines, mais ça reste des choses qui sont suggérées, recommandées, et on nous l'impose pas.
En tout cas, quand c'est imposé, moi, j'y vais pas. Ouais. Parce que j'estime que si une marque veut travailler avec nous, c'est parce qu'elle aime notre univers et notre façon de faire. Et je vois pas l'intérêt et la valeur ajoutée pour une marque de demander à tous les profils d'influenceurs avec lesquels elle travaille de faire exactement la même chose. Ça n'a pas de sens. L'intérêt, à mon sens, de faire appel à des influenceurs, c'est que l'influenceur s'approprie le produit ou le service et raconte une histoire autour. Donc ça doit être quelque chose d'authentique qui colle à l'identité de l'influenceur. Donc c'est pour ça qu'en général, les rares projets où on nous imposait des choses, nous on n'y allait pas parce que on n'est pas des porte-manteaux, si j'ose dire. Nous, ce qui nous fait surtout kiffer en plus dans le métier qu'on exerce, c'est la partie créative. Donc si on arrive avec un projet qui est déjà tout écrit et qu'on a juste à se pointer le jour du shooting et à faire mannequin, bon bah le fun, toute la partie fun, elle est déjà Enfin, ça a plus beaucoup de sens pour nous. Ouais. Et aujourd'hui, par exemple, quand on vous demande donc des créations, etc., vous faites valider ou pas? Oui, encore, ouais. Il y a quand même des retours. Des fois, c'est un petit peu frustrant parce qu'on se dit quand même, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème. Je pense que on a travaillé ensemble, tu pourras le dire, sans nous lancer des fleurs. Je pense qu'on est des gens assez professionnels. Zéro retour. Mais oui, ça arrive encore que les marques demandent à valider avant le contenu. Bon, c'est pas bien méchant. Ils veulent s'assurer que il y a pas de grosse bourde dans le contenu ni dans la légende qu'on poste avec le contenu. On n'a jamais eu besoin de re-shooter. On n'a jamais eu besoin de re-shooter, non. Ouais. Contrairement à certains de nos confrères influenceurs qui se sont déjà vus re-shooter une campagne entière. Jusqu'à présent, je touche ma tête, on a réussi à répondre aux attentes des clients. Ça continue, mais je pense qu'il n'y a aucun souci. Et justement, les marques aujourd'hui qui vous approchent, est-ce que vous avez vu une évolution de la part des demandes? Est-ce que au niveau de la maturité des marques qui vous interrogent ou des agences, parce qu'il n'y a pas que les marques, il y a des agences aussi, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une maturité différente? Ça a évolué aussi en termes de demandes? Est-ce qu'ils sont plus demanding? Pour parler français correctement. Ouais. Est-ce qu'ils sont plus exigeants? Est-ce qu'ils ont plus d'attentes? Ou bien est-ce qu'ils comprennent vraiment les ressorts et c'est plutôt plus agréable quand même. Je pense que quand même en 10 ans, les marques ont enfin compris comment ça marchait, ont enfin compris qu'en fait derrière une photo il y avait quand même beaucoup de travail. C'était pas forcément évident au début. Certaines marques avaient pas forcément conscience de la charge et l'ampleur du travail derrière une simple photo. Je pense que maintenant ça y est, les gens en charge des partenariats sont bien informés qu'en fait c'est vraiment beaucoup de travail derrière. J'ai l'impression, moi, qu'il y a eu une demande. En fait, je pense que les demandes évoluent aussi en fonction des plateformes et des fonctionnalités qui sont développées sur ces plateformes-là. Moi, je me rappelle, dans les débuts, on nous demandait de mettre une photo sur notre blog et une photo sur Instagram. Et avant, c'était on veut un article sur votre blog et éventuellement, vous nous faites un post Instagram. Au fil du temps, la vapeur s'est inversée. C'est-à-dire que, non, on n'est plus du tout intéressé par un article blog, on veut juste un post Instagram. Et ensuite, il y a eu les stories, donc se sont ajoutés les stories. Là, depuis 1 an, il y a les Reels. Donc pareil, là, par exemple, en ce moment, toutes les marques veulent des Reels. C'est le truc. Alors, c'est chouette. Et en même temps, pour nous, c'est compliqué parce que ça demande une vraie prod de contenu. Parce que la production d'une vidéo, surtout quand ils veulent quelque chose avec des transitions un petit peu fun, etc., ça demande beaucoup, beaucoup de travail. C'est pas une simple photo. Donc c'est chouette et en même temps, ça nous demande beaucoup plus de travail et on a encore moins de temps. Mais bon, après, moi, je pense que les marques se collent aussi à ce que les plateformes développent. Oui. Mais en même temps, ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas de mon œil extérieur, c'est que effectivement, je vois qu'on a une maturité côté annonceur, côté agence aussi, ça s'est un peu structuré. On a lancé l'agence il y a 12 ans. Autant vous dire qu'à l'époque, quand j'allais voir les marques de luxe et que je leur parlais d'influenceurs... Ça ne devait pas être... Non, maintenant, ils se donneraient pour travailler avec n'importe quel influenceur, mais à l'époque, c'était pas du tout établi dans les codes. Oui, et puis toi, j'imagine que t'as dû pendant très longtemps éduquer les marques. Moi, j'ai évangélisé. Je suis un évangélisateur parce que j'ai passé ma vie à évangéliser au début sur Internet. Ouais. Pourquoi Internet allait changer la vie des gens. Pourquoi Internet, déjà. Et maintenant, avant, pourquoi les réseaux sociaux allaient changer la vie des marques et la façon de communiquer. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quasi établi. Après, ce que je trouve, vous me direz votre avis, mais est-ce que des fois, il n'y a pas des marques qui prennent des raccourcis très courts en juniorisant peut-être cette fonction en interne, en se disant, tiens, c'est la génération réseaux sociaux. Oui. Et puis finalement,
Est-ce que le brief, des fois, est à la hauteur de ce que vous pouvez aussi produire, ou est-ce que c'est pas trop simple, ou c'est pas trop... Ouais. Est-ce que les briefs évoluent aussi? Est-ce que c'est de plus en plus intéressant, quand même, ou vous arrivez à challenger peut-être aussi des demandes ou à formaliser mieux? Je dirais que les briefs, étant donné nous on travaille surtout avec des marques qui nous laissent un petit peu carte blanche, j'avoue que j'ai pas trop d'éléments de comparaison parce qu'on nous a toujours plus ou moins fait confiance et on n'a jamais eu trop de briefs écrits. Moi, ce que je vois, c'est qu'en effet, c'est plus les types de livrables et les types de contenus qu'on nous demande qui évoluent beaucoup. Et notamment, là, la tendance du Reels qui bat son plein. Et dont les marques n'ont pas forcément conscience de la charge de travail, le volume que c'est de produire un Reels avec des transitions. Ça paraît tout simple parce qu'en effet, tu regardes un Reels, ça dure 15 secondes. Toi, tu as l'impression que ça a pris 15 secondes à tourner. Non, derrière un Reels, il y a, en fonction des Reels en question, mais il y a des Reels qui nous ont pris 3 jours de shooting, 3 nuits de post-production, tout ça pour 15 secondes de plaisir, tu vois. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que les marques n'ont pas encore tout à fait conscience. Moi, je vois très bien, des fois, on reçoit des demandes de partenariat. On voudrait un Reels, et ils nous mettent l'exemple d'un de nos Reels pour être publié la semaine prochaine. Je leur dis, mais en fait, c'est pas possible, parce que déjà, on a d'autres projets en cours, et parce que même si j'avais rien d'autre à faire de ma vie, je ne peux pas. Je ne peux pas. Physiquement, c'est impossible. De produire ce type de contenu-là en moins d'une semaine, c'est pas possible. En général, vous avez assez de temps? Enfin, on vous laisse le temps, j'imagine, ou pas vraiment? On n'a jamais assez de temps. Ça, non, c'est quand même, c'est assez rare qu'on nous contacte en avance. Ouais. J'admets que c'est quand même plus souvent des deadlines sous 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, quoi, grand max. Ouais. Donc c'est un peu travail à flux tendu. Ouais, j'imagine. Et du coup, c'est JS qui monte, j'ai compris. Ouais, en ce moment, c'est moi, mais c'est pareil. On va s'équiper. on va s'équiper de petites mains pour. Non, mais parce que moi, je suis autodidacte, donc je regarde des vidéos sur YouTube pour savoir comment on détourne, comment on fait ceci, comment on fait cela. Mais bon, j'ai quand même mes limites et je pense que si on arrive à trouver un petit geek qui te fait ça en 2 secondes, en vrai, je préfère payer quelqu'un qui le fasse plutôt que moi, je perde toute ma nuit dessus, en fait. Donc c'est ça. Vu qu'on a de plus en plus de demandes et que souvent c'est des reels et que ça prend beaucoup de temps à faire et que souvent j'ai des idées un peu compliquées et complexes à réaliser. Créatives. Chiantes. Enrichies. Et voilà, si on avait une petite main qui pouvait gérer, moi je lui donne tous les fichiers, il a compris ce que je voulais, il fait tout et le lendemain c'est fini. C'est prêt. C'est sûr que ce serait magique. Ça serait du luxe. Bon, on lance un appel. On lance un appel. Voilà. On va laisser à tous les geeks de France. On va créer une adresse mail et on mettra à la fin du podcast. Du podcast. Génial. Comment vous évoluez aujourd'hui dans la sphère des créateurs de contenu influenceurs? J'imagine que vous avez pas mal d'amis dans le secteur, ou pas du tout d'ailleurs. Si, on a pas mal de potes. Ouais, quand même. Est-ce que vous voyez cette scène française d'influenceurs évoluer? Vous voyez sûrement arriver les TikTokers maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais à dire. Ouais. Sur des sujets mode, défilés ou Fashion Week. Alors, comment vous voyez ces gens arriver? Déjà, est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce que ça peut aussi vous nourrir créativement? Ou bien sans jouer les vieux, on va repartir dans le passé, mais est-ce que vous vous mettez à la place du journaliste d'avant qui voyait les influenceurs arriver? C'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve ça chouette. En fait, c'est juste que, et c'est ce que j'ai toujours dit, même à l'époque où il y avait cette espèce de tabou entre journaliste mode et influenceur mode. Moi, j'estime que on a tous quelque chose à apporter. On peut tous coexister en vérité. Et moi, je trouve ça chouette, c'est rafraîchissant d'avoir des nouvelles têtes. C'est une nouvelle génération. Ils ont des choses à dire, ils ont des choses à apporter. Je trouve ça intéressant. Et puis, c'est le reflet aussi d'une société. Enfin, s'ils sont autant suivis, c'est que les gens, ça les intéresse finalement. Donc, je me dis que c'est à suivre en fait. Je trouve ça chouette. J'ai pas d'avis. Non, mais de toute façon, on va pas se mentir. On a 33 ans, on va pas faire des chorégraphies dans notre chambre jusqu'à nos 50 ans. Non, mais donc, c'est bien. Il y en a pour tout le monde. Nous, on vieillit avec nos followers aussi. Donc, on a des personnes des fois qui nous écrivent. Qui disent, je vous suis depuis presque le début.
Ça veut dire que le mec, il voit nos photos une fois par jour depuis 8 ans, 9 ans. Il vit avec vous. Ouais, c'est ça. Le mec, c'est fou, quoi. Donc, et il vieillit du coup aussi, donc il a il a ses centres d'intérêt qui oui, les centres d'intérêt, son porte-monnaie qui grossit aussi peut-être. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec des marques quand même qui sont de plus en plus luxe. Bah, pas de plus en plus, mais comment dire. Ce que tu veux dire, c'est que notre audience, c'est une audience qui est plus ou moins mature, mûre, et qui peut, si elle a envie, s'acheter une jolie pièce de designer. Oui, voilà. Chose qui est peut-être pas possible quand tu touches une communauté qui est nettement plus jeune, qui est encore au lycée, etc. Qui, évidemment, moi, au lycée, j'avais pas les moyens de m'acheter un sac Prada ou whatever, quoi. Donc, oui. Nous, au niveau de la communauté, peut-être que les marques aussi, ce qui intéresse les marques, c'est que on produit du contenu comme, celui qu'il est, et aussi on a une audience qui est potentiellement acheteur. Voilà, c'est de l'image et de la vente en même temps, je pense, pour les marques. Ouais, j'imagine. Donc vous allez suivre vous allez suivre votre vie aussi et vos envies, j'imagine, c'est ça. et pas forcément rajeunir pour rajeunir, pour continuer d'exister. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pour ça que quand tu nous posais la question sur TikTok, moi je trouve ça chouette, mais c'est juste que je suis pas sûre que ce soit notre plateforme en vérité. On va essayer, mais faut être, comme on le disait au début, faut que ça reste authentique. Et si on commence à se travestir, à se déguiser ou à faire des chorégraphies, etc., ça nous ressemble pas. Ouais. Donc voilà, je pense que chaque plateforme son audience sa génération, et je pense que toute cette génération de TikTokers, etc., ils le font très bien et c'est bien. Ouais, moi, je leur fais confiance, je leur laisse la plateforme, non, moi, ça me va. Vrai. Tu vois, c'est juste qu'il faut pas essayer d'être partout, en fait, je crois. Ouais, et puis je pense qu'il faut pas se mentir, il faut pas jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Si t'es pas à l'aise, t'es pas à l'aise, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Quelque part, ouais. T'essayes, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. Après, c'est vrai que certains influenceurs ont fait des buzz, entre guillemets, sur TikTok, qui du coup les ont révélés côté Instagram, etc. Donc on n'est pas non plus à l'abri d'un succès des fois. Non, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, sur la plateforme, sur TikTok surtout. Ouais. C'est qu'on est à deux doigts de faire un carton. Ouais, c'est ça. Où l'algorithme est beaucoup plus... Sans le savoir, tu te réveilles un matin et ta vidéo qui avait 2000 vues, elle en a 2 millions, quoi. Moi, j'ai vu des pieds dans l'eau qui ont fait des millions de vues, si tu veux. Donc, des fois, tu comprends pas tout. Mais... Oui, tu sais pas pour... Ouais, l'algorithme, ça, c'est pareil. Voilà. C'est un truc... C'est une boîte noire un peu de temps en temps, mais pourquoi pas, à la limite. On fait jouer au jeu. Mais ce que je trouve intéressant, moi, en tout cas, par rapport à ce marché, c'est de voir l'évolution des réseaux sociaux, que chaque plateforme va apporter finalement son type de créateur de contenu. Si je repars des blogs, bien sûr, c'était une certaine catégorie de créateurs de contenu influenceurs. Instagram est arrivé. Sur Twitter, on peut en parler, mais c'est encore autre chose. C'est encore d'autres influenceurs. Et TikTok, là, nous ramène quand même des créateurs agiles avec les téléphones, qui sont nés avec les réseaux sociaux, pour le coup. Complètement, ce qui n'était pas notre cas. Pas notre cas. On peut le dire. On a un peu plus de 18 ans. Et donc, je trouve ça intéressant parce que ça apporte de la fraîcheur. Ouais, c'est ça. Et puis après, ça peut inspirer pour faire autre chose à côté. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez, dans votre vie d'influenceur, rencontré des gens exceptionnels avec qui vous êtes toujours en contact, que ce soit d'ailleurs des influenceurs ou des marques ou des artistes ? Est-ce que vous êtes marqué de rencontres comme ça, j'imagine, en 9 ans ? En 9 ans, on a rencontré beaucoup de gens, C'est aussi la magie de cette profession, c'est qu'on voyage beaucoup, on rencontre plein de gens, on a la chance de vivre des expériences de dingue. Et là, comme ça, pris de court, c'est compliqué de sortir, de faire du name dropping, mais... Non, mais une rencontre qui vous a marqué ou que vous êtes toujours en contact, alors c'est peut-être compliqué. On n'avait pas préparé cette question. On va le dire. Tu ne m'avais pas envoyé cette liste de questions, donc je n'ai pas le... Bon. Si ça revient, on en parlera. Si un nom passer sur le sujet. Mais alors, du coup, aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner, alors un jeune créateur, alors peut-être qu'il va aller sur TikTok naturellement, mais pas forcément, c'est peut-être pas la bonne réponse. Qu'est-ce que vous, de par votre expérience, de par de ce que vous voyez aujourd'hui sur le marché, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil ? JS est inspiré. Ça réfléchit, je peux vous dire. De rester soi-même. Non, mais c'est très cliché comme réponse, mais c'est très juste. Non, mais d'avoir une ligne éditoriale et d'essayer de s'y tenir, de pas avoir peur d'essayer de dépasser les limites
Ouais, et pas forcément suivre les tendances et faire la même chose que les autres, en fait. Parce que je crois que ce qui est important, c'est de, comme disait JS, c'est d'avoir une espèce de ligne éditoriale, d'avoir un style et de s'y tenir et de pas essayer de faire ce que font les autres. Ça n'a pas d'intérêt. L'idée, c'est de rester soi-même et de proposer un contenu un peu original qui n'existe pas encore, ou en tout cas de traiter un sujet à sa manière et pas faire exactement la même chose qu'un tel, en fait. Ou sinon, il faut le faire mieux. Ou alors, il faut le faire mieux, oui, c'est ça. Ça, c'est bien aussi. Tu peux faire la même chose que les autres, mais si tu le fais mieux, c'est toi qui... C'est encore mieux. Voilà, voilà. C'est ça. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, finalement, d'être soi-même, c'est une évidence, parce que c'est quand même les clés de succès de beaucoup d'influenceurs qui... Alors, je mets de côté la télé-réalité, c'est encore une autre catégorie, parce que c'est plus des gens populaires que des influenceurs, je trouve, en tout cas, à mon sens. Mais effectivement, si on fait ce qu'on aime, avec passion, qu'on arrive à le transmettre à des gens, c'est ça qui fait aussi l'attachement, je pense, parce qu'on ne force pas à suivre des gens. C'est ça. On les suit parce qu'on a un intérêt, on s'y retrouve. Donc cette partie un peu authenticité qui parle à tout le monde. Mais c'est la clé aussi en tant que créateur de contenu, c'est la clé de la pérennité du compte Instagram ou du compte TikTok, etc. C'est que si tu fais les choses avec passion et de manière authentique, comme tu le disais, tu ne te forces pas, donc ton contenu il est authentique, donc tu as envie d'en produire toujours plus, et les gens ne s'y trompent pas. Que si tu essayes de faire absolument la même chose qu'un tel, etc., et que finalement tu te fais violence pour le faire, tu vas très vite être découragé, parce que en fait, si tu veux en faire ton métier, c'est tellement de temps, c'est tellement d'énergie, c'est tellement d'implication, c'est beaucoup de sacrifices. Voilà, nous on s'en rend compte. Après je dis ça, on a beaucoup d'avantages, mais c'est un métier qui est très énergivore, c'est-à-dire qu'on n'a pas spécialement de week-end, on n'a pas spécialement de soirée. Quand on part en vacances, on a quand même le téléphone à la main. Donc en fait, si t'es pas passionné par ce que tu fais, mais au bout de 2 mois t'arrêtes, parce que ça te gonfle en fait, parce que tu vis, tu dors, tu manges réseaux sociaux quoi. Donc t'as intérêt à être passionné et à faire les choses de manière spontanée et authentique, sinon ça marche pas. Ouais. On n'a pas parlé du Covid, mais est-ce que ça a été... Non, mais parce qu'on en parle tout le temps maintenant. Oui. Mais pour vous, qui êtes quand même beaucoup en voyage, en défilé, en création de contenu, comment vous avez vécu cette période un peu soudaine ? Je parle du vrai confinement, du premier. Le premier, ouais. La première vague. Le premier, c'est horrible à dire, mais c'était quand même... c'était bien. Il n'y avait pas de mail. Nous, on était à l'île de Ré chez la mère d'Alice, donc il faisait beau. C'était le repos forcé. Ouais. Nous, c'est horrible, mais c'était des vacances, quoi. Ouais. Non, mais franchement, c'était pas désagréable. Maintenant, sur le coup, on faisait pas les malins comme beaucoup de gens, je pense, parce qu'on savait pas où on allait. Enfin bon, c'était quand même assez terrifiant cette épidémie avec les news, etc. C'était franchement pas, c'était très anxiogène. Et en même temps, moi, je me levais le matin, j'avais une boule au ventre en moins, quoi. Je me disais tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Oh, je vais peut-être lire un livre. Et ça faisait mais des années que ça m'était pas arrivé, tu vois, de pas savoir quoi faire de la journée, ni du lendemain, ni du surlendemain, tu vois. Et rien que ça, franchement, c'est un kiff. C'était un kiff. Après, oui, on a eu un peu peur pour le travail, parce qu'on s'est dit quand même, c'est bien sympa ces petites vacances forcées d'1 mois ou 2, mais il va falloir quand même travailler à un moment donné, parce qu'on a des factures à payer. Et finalement, ça a repris assez bien, et je crois que ça a permis aussi. Enfin, ça nous a été bénéfique. Quand je dis nous, je parle des influenceurs et en tout cas du monde digital, parce que encore beaucoup de marques, en tout cas dans le secteur du luxe et de la mode, étaient un petit peu jusqu'à présent en retrait sur le digital, sur la communication digitale. Ils mettaient j'avais l'impression qu'ils mettaient la priorité surtout sur les médias traditionnels. Et le digital, c'était un peu au second plan. Et en fait, ça a permis à l'industrie du digital de vraiment prendre une vraie part de marché. Parce qu'en fait, il n'y avait plus que ça. On pouvait plus faire d'événements, on pouvait plus faire... je pense que le digital, heureusement qu'il était là pour beaucoup de marques, parce que ça leur a permis de survivre aussi, de continuer à se faire entendre, à se faire voir grâce au digital. Donc nous, après cette phase un petit peu flippante des 2-3 mois de confinement où on ne savait pas trop où on allait, les marques ont très vite compris qu'en fait le digital c'était important et elles ont mis des billes sur ce secteur-là, et donc forcément elles ont mis des billes sur nous les influenceurs, quoi. On n'a jamais autant travaillé que depuis le Covid, quoi. Ouais, c'est vrai. On a eu beaucoup de demandes.
Mais c'est généralisé. Je pense Ouais, que ouais, beaucoup je de pense marques que- se sont rendu compte que le seul lien avec les consommateurs, ça restait les réseaux sociaux. Ça restait les réseaux sociaux. Ça, Ouais. via les influenceurs aussi Oui. après. Mais c'est vrai que tout le monde avait arrêté les investissements publicitaires bien traditionnels, se sont rendu compte que finalement, que les réseaux sociaux restaient ouverts. Mm. On a fait des lives avec Mini à ce moment-là, improvisés, parce Mais qu'il oui. fallait réagir. Mais Bah oui. c'est vrai que ça a été le seul lien avec le consommateur. C'est ça. Ce qui était quand même une première et très bizarre. Et est-ce que ça vous a changé la vision de votre métier? Parce que vous avez dit, du coup, attention, on peut être fragile. Enfin, même si ça peut ne pas arriver deux fois. Oui. Je pense pas, mais est-ce que ça vous a fait aussi réfléchir différemment à votre métier ou à votre organisation? Bah nous, on s'est dit que si ça recommençait, on ira à la campagne élever des animaux. Des bébés chiens. Non, mais en fait, on s'est Qu'on vendrait sur Instagram après. Évidemment, avec le code promo. Voilà. Enfer. Non, mais en fait, je crois que c'est plus à l'échelle personnelle. Moi, je me suis rendu compte que on avait un peu la tête dans le guidon depuis plusieurs années. Et bon, bah, quand t'es dedans, tu te rends pas forcément compte. Et puis quand d'un coup tout s'arrête, tu te dis ah mais c'est ça aussi de se reposer, d'y aller à la cool, tu vois. Et moi, ça m'a permis de me rendre compte que peut-être le rythme qu'on avait était un poil trop soutenu et qu'il fallait peut-être changer ça. Donc ça a été une idée. Que j'ai absolument pas respecté parce que à date, comme je le disais tout à l'heure, on est quand même pas loin du burn-out, donc je pense que l'idée de prendre les choses à la cool et d'y aller mollo, ça a duré 2 mois, tu vois. Et après, tu reprends vite tes habitudes. Mais en tout cas, ça met en perspective. Et c'est vrai que oui, d'un point de vue personnel, en tout cas, tu te poses des questions. Et je pense que c'est valable pour nous, comme pour beaucoup de gens dans plein d'industries. Il y a une tonne d'histoires et tu vois une tonne de reportages sur les réseaux sociaux de gens qui ont changé de vie du jour au lendemain, qui étaient traders ou qui avaient des jobs et des positions de folie dans des très grosses boîtes du CAC 40 et qui se retrouvent aujourd'hui à témoigger parce que maintenant ils font de la permaculture dans le Gers. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je trouve ça magique. Moi, je trouve que après, bien évidemment, ça a été un événement franchement pas drôle et parfois tragique pour beaucoup de gens. Mais je pense que si on doit juste regarder le côté positif de la chose, si on doit se concentrer là-dessus, je pense que ça a été révélateur, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'en fait, ils n'étaient pas heureux dans leur carrière pro ou perso, et ça a permis de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, tu vois. Moi, j'attends quand même l'émission qui montrera que ces gens, au bout de 2 ans, sont revenus à leurs anciens travails. Peut-être. Mais en tout cas, ça a permis, tu vois, de se poser des questions. Non, mais ils n'oseront pas témoigner pour le coup. Non, tu vois, ils ne pourront pas faire machine arrière. Là, ils se racontent tous, oui, je suis dans ma maison de campagne, je travaille que 4 jours. Et puis, en fait, dans un an, le mec, en fait, Paris. Ouais, non, mais en tout cas, ça a permis aux gens de se poser des questions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, ça vous a pas donné envie de partir de Paris, d'aller ailleurs, de se dire tiens, on est sur le digital, on peut faire un énorme atelier studio ça serait à côté. On s'est dit que en vrai, on pouvait travailler de n'importe où parce qu'au final, nous, on est quand même resté presque 4 mois. 3-4 mois à l'île de Ré. À l'île de Ré, on est resté plus longtemps parce que ça servait à rien de rentrer sur Paris parce que il y avait encore la queue dans les magasins, c'était n'importe quoi. À l'île de Ré, il y avait personne. La mère d'Alice habite dans un petit village où il y a même pas 10 habitants, donc on était vraiment qui était ravi de voir les Parisiens arriver, je me rappelle. Mais au final, il y avait vraiment personne. Ça, c'était pas de Parisiens, c'était un peu étrange. Ça, je pense que les journaux, les informations ont un peu grossi le truc parce que vraiment à l'île de Ré, il y avait personne et on n'a eu aucun. Non, ça n'a pas été la cohue, c'est clair. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on disait ? Est-ce que ça nous a donné envie de déménager ? Oui, voilà, on s'est dit que en vrai, on pouvait, si on voulait, par exemple, juste après mars, après la Fashion Week, tous les ans, se prendre 1 mois et aller chez un pote ou chez la mère d'Alice pendant 1 mois, ou se prendre un Airbnb ou quelque part dans le monde et travailler de là-bas. Et à chaque fois changer et... Nous, c'est possible pour nous, parce que si on doit mettre un produit en avant, on a juste à demander à la marque de nous l'envoyer là où on se trouve. Et artistiquement, ça peut être un sujet intéressant pour vous, enfin, j'imagine, ou pas oui, après, c'est juste que sur Paris, c'est quand même plus simple pour... s'il y a besoin d'une light que t'as pas alors que t'es à la campagne, si t'as besoin d'un fond de telle couleur, etc.,
ou si t'as perdu ta carte mémoire ou un truc comme ça. Sur Paris, c'est quand même... Il y a Amazon. Oui, voilà. Ouais. Non, mais il y a le côté pratique d'être à Paris, en fait, où tout est là, en fait. Et qu'on se le dise. C'est très... Moi, je suis très tentée d'habiter dans une maison avec un jardin et d'avoir une vie à la cool. C'est juste que c'est pas forcément en adéquation avec notre quotidien, quoi. Donc, tu te fais une raison. Ouais. Hein. La Fashion Week, c'est à Paris. Voilà, la Fashion Week, c'est à Paris. Les soir, événements mode sont à Paris. Ce soir, par exemple, il y a une after party qui commence à 22h, 22h30. Bon, si t'es rentré chez toi en banlieue et que t'as fait à manger, jamais tu reprends ton scoot pour retourner sur Paris. Ah non, mais jamais de la vie. Une fois que je suis en pyjama, tu vois. Laisse-moi tranquille, je vais pas aller faire des mondanités à 23h, quoi, tu vois. Non. Donc, Paris reste Paris, surtout pour vous, j'imagine. Je pense qu'en tout cas, à date, avec le train de vie qu'on a et notre carrière, on a besoin d'être à Paris. Et on a besoin et on est content d'être à Paris. Oui, on a envie aussi. Voilà. Ouais. Est-ce que vous aurez une lecture à nous conseiller ? On finit toujours un petit peu l'entretien par un livre sur une île déserte, ou que vous avez lu pendant le confinement d'ailleurs. Les livres, c'est pour Alice. C'est pour Alice. Oui, mais alors les livres, c'est pour Alice. Alice, elle est jamais capable de recommander un seul livre qu'elle a lu parce qu'elle oublie. Elle s'appelle Doris, c'est son petit nom. Non, est-ce qu'il y a un livre en particulier ? Le livre avec les dessins sur la couverture. Ouais, je vois très bien. C'est un livre... Un mix entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Oui, parce que moi, j'aime beaucoup les livres un peu fantastiques. Et alors, on n'est pas du tout sur du Freud, des trucs comme ça. Non, j'en ai trop mangé pendant ma licence, parce que j'ai fait une licence en lettres modernes, donc ça m'a un peu vaccinée avec, tu vois, les 15 bouquins à lire par semaine. Voilà, donc depuis, moi, quand je bouquine des trucs qui me permettent de m'évader. Non, je sais pas te dire quel est le nom de ce... Passe-muraille, non ? Le passe-miroir, je crois, quelque chose comme ça. Un truc dans le genre. Ouais. Mais là, franchement, j'ai pas la ref. On le mettra dans le lien, mais en tout cas, intéressant de voir tes lectures aussi sur le côté fantastique. Ouais, moi, c'est le truc où je m'évade, quoi. J'ai besoin de me déconnecter du monde réel. Ouais, c'est ça, c'est le passe-miroir. Et en plus, c'est un bouquin qui est normalement plus... dit jeunesse, mais en vérité, c'est... Enfin, tu vois, comme c'est... Harry Potter, c'était jeunesse, c'est comme Harry Potter, mais... tout le monde regarde. Bon, c'est pas Mortel Adèle non plus. Non, c'est ça. Génial. Est-ce que vous me recommanderiez quelqu'un à interviewer pour ce podcast ? Quelqu'un de votre entourage, influenceur ou pas d'ailleurs. Oui. Mais quelqu'un d'intéressant, allez. Un name dropping comme ça. Un name dropping comme ça. Fred, non ? Ouais, Fred, ouais. Moi, je pense que Fred, ça peut être intéressant d'avoir son point de vue. Fred Stauffer. Ouais. Ça fait 2 fois qu'on m'en parle. Ah ouais, voilà. Ouais. Écoute, je pense que ça va être... du coup, c'est la personne à parler. Ouais, Fred, on le suit depuis un petit moment et puis on a appris à le connaître assez récemment. On a travaillé avec lui sur des projets vidéo parce que Fred est influenceur, mais il est aussi et surtout créateur de contenu. Il est très très bon à la base, il est photographe, si je dis pas de bêtises, et vidéaste. Et il est très très bon en production vidéo surtout. Et nous, on a fait appel à lui pour une vidéo qu'on a fait pour la maison Gucci. Et il cartonne en fait. Ouais. Il est vraiment très très doué. Il a des super idées. Il arrive à réaliser des trucs en un temps record. Enfin, vraiment, c'est... moi, je suis assez admirative de son travail. Donc, et on est très content de bosser avec lui. Je pense qu'on va faire pas mal de projets cette année avec lui. Et je pense que c'est intéressant que tu aies son point de vue à lui, parce qu'il travaille, lui, pour le coup, il a vraiment les 2 casquettes. Il a le côté où, évidemment, il est interrogé pour le profil influenceur, mais il est aussi beaucoup derrière la caméra, tu vois. Et il travaille autant avec des marques, tu vois, je sais qu'il a été appelé à Milan pour travailler, pour faire de la production de contenu pour une grande marque de luxe qui a défilé à Milan. Il travaille aussi avec des influenceurs, tu vois, nous on l'a contacté, il nous a produit du contenu, donc je pense que son point de vue peut être intéressant. Fred Stauffer. Voilà. Super. Merci beaucoup les amis. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce début d'année 2022 ? Alors les projets, ça, on imagine que ça va tomber et ça va se concrétiser, mais autre chose peut-être de plus... je sais pas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout court, hein ? Y a pas de... Du soleil. Du soleil. Voilà, des vacances, mal barré, hein. Des vacances, s'il vous plaît. Des vacances. On veut des vacances. Bon. Non, mais que ça continue comme ça et qu'on continue à kiffer, j'ai envie de te dire, c'est... Ouais. Si ça peut continuer comme ça, sans forcément croître ou inversement, du moment
Du moment qu'on fait ce qu'on aime, bon. Bon, JS, il veut dormir un peu plus, je crois. Ouais, je crois que JS, il dirait pas non qu'il pour va l'aider quelques à faire les vacances. montages. Hein. Voilà. Non, mais on se couche tôt, en plus, c'est dingue. On n'arrive pas à récupérer. En fait, le sommeil, ça se récupère. La fatigue ne se récupère pas. Non, Parce que c'est mort. C'est pas comme les piles, hein. Ça se Non. recharge pas Non, mais vraiment. pareil. hier, on était au lit à 22h. Hein. Ouais, c'est très grave. Là, le mythe s'effondre. Le mythe Donc, s'effondre, les vous gars. pensiez que Non, non. faisait toutes les afters de la Nope. Fashion Non, Week. Nope. Non. Bon, pas Mais hier, ça, en tout cas. Plein de gens. au Plein de final, gens ouais. le savent que Voilà. on n'est pas trop soirée, nous. Non, c'est ça. Non, mais je te dis que ça continue Ouais. comme ça. Éventuellement, qu'on arrive à développer un peu davantage le business, arriver à s'entourer d'une petite équipe Ouais, aussi c'est ça. pour nous permettre de faire grossir un peu le truc et de pouvoir répondre à la demande, quoi. Tu vois, sans être Bien débordé. sûr. Non, et puis avoir le temps de s'organiser. Quoi. Voilà, C'est ouais, top. ouais. Bon, merci encore beaucoup Merci à toi. pour cet C'est échange. intéressant, et c'est chouette. Toujours content de vous voir, évidemment. Pareil. On est bien. Merci. Ouais, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.